Bonjour à tous, bienvenue à la Maison de l'Expatriation pour ce nouvel événement. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les clés patrimoniales d'un déplacement en famille réussi aux États-Unis avec la société V-Alliance, qui est un partenariat entre BWG et Hélène Carvalho. Je vous remercie de votre présence à ce nouvel événement. Juste, je vous parlerai en quelques mots de la Maison d'Expatriation. Donc, nous sommes là jusqu'au 17 juillet en présentiel sur Paris et par la suite disponible en distanciel uniquement. Nous sommes ouverts sur Paris donc du lundi au vendredi de 10h à 19h. Nous proposons des rendez-vous gratuits d'une demi-heure pour parler de votre projet d'expatriation ou d'impatriation pour des personnes qui sont déjà expatriées et qui souhaitent revenir en France. Les rendez-vous peuvent être faits en distanciel ou également en présentiel sur Paris. Comme vous le voyez, nous proposons aussi des événements avec nos partenaires pour parler de différentes thématiques sur l'expatriation. Et aujourd'hui, donc, je vous présente Hélène Carvalho, qui est avocate au bureau de Paris et également au bureau de New York, ainsi que Isabelle Rhin, qui est associée de BWG. Donc, je vous souhaite à tous un très bel événement et je leur laisse la parole. Alors bonjour, bonsoir à certains et bonjour à d'autres. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier pour nous deux, puisque c'est le jour fondateur de notre partenariat. Donc, un partenariat entre BWG, qui est un cabinet de droit de la famille installé à Paris, qui fait beaucoup de droit international privé avec trois associés entièrement dédiés au droit international privé et une associée qui fait de l'estate planning, et Hélène Carvalho, qui est à la fois avocat au barreau de New York et au barreau de Paris. Et on a pensé ce projet, ce partenariat, pour répondre à ce qui nous semble être un manque de conseils en matière familiale. Je suis partie de la petite expatriation, la checklist du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et alors, on vous dit de penser à la protection sociale, à la santé, au déménagement, à la retraite, aux impôts, à la scolarité, à l'emploi, aux démarches diverses, aux inscriptions consulaires et même au permis de conduire à l'étranger. Mais il n'y a pas un mot sur la famille, alors que je pense quand même que la famille, pour vous tous, c'est hyper important. Donc, nous, on est là pour vous parler de ça. Et notamment pour vous dire ce qui se passe si vous ne faites rien. Et je pense qu'on vous convaincra en vous expliquant ce qui se passe si vous ne faites rien, qu'il faut faire des choses. Voilà, donc on va commencer par vous parler de stratégie matrimoniale et vous parler du régime matrimonial et du partage des biens. Et ensuite, on abordera les questions successorales si on a un petit peu de temps, et on garde un petit peu à la fin quelques minutes pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer dans le chat vos questions et on essaiera de rebondir à la fin. Voilà. Alors, je commence par vous dire un petit peu qu'on a des concepts familiaux très différents entre la France et les États-Unis, et notamment l'État de New York. Nous, en France, on a la notion de régime matrimonial qui n'existe pas en tant que tel dans l'État de New York. Et on a un régime matrimonial dont finalement la loi applicable à ce régime matrimonial, c'est la loi de la première résidence maritale commune dans l'immense majorité des cas, sauf si on a fait un contrat. Donc ça veut dire que les Français qui, parce qu'ils sont Français, croient qu'ils sont mariés forcément en communauté de droit français, ça n'est pas vrai. S'ils sont tous les deux Français, mais qu'ils ont commencé leur vie maritale à New York, pour nous, ils sont mariés selon le régime légal new-yorkais. Ce régime matrimonial s'applique par les juges ou par les confrères de manière complètement binaire, c'est-à-dire que c'est la loi, il n'y a pas de discrétion, il n'y a pas de possibilité de le modifier pour un juge. Et le facteur correcteur, c'est la prestation compensatoire. Donc attention, un contrat de mariage ne vous protège pas d'une éventuelle prestation compensatoire, ça ne suffit pas. Et c'est la prestation compensatoire qui est le facteur en fait d'équité qui va contrebalancer les règles du régime matrimonial qui parfois peuvent être très dures. Ça peut être 0 pour l'un parce qu'il n'a rien et 100% pour l'autre parce qu'il a tout et qui sont mariés en séparation des biens. Et à New York, c'est assez différent. Et avec en plus, un petit facteur aggravant du point de vue français, c'est que pour les gens qui sont mariés entre septembre 92
Et janvier 2019, il y a une mutabilité automatique du régime matrimonial au bout de 10 ans et immédiatement quand on revient chez soi. Donc, les gens peuvent être soumis à un régime pendant un certain temps, ils déménagent et au bout de 10 ans dans le nouveau pays, le régime bascule automatiquement sous le régime de ce nouveau pays. Et ça, je peux vous dire, personne ne le sait. Quand les clients viennent nous voir, ils le découvrent. Donc, raison de plus pour s'en préoccuper. Et à New York, Hélène? Alors, à New York, on est dans exactement le contraire. Il y a l'idée que le juge est statué en équité. Le juge, il va venir d'office, sauf contrat de mariage, qu'on appelle un prenuptial agreement. Il va venir d'office établir un équilibre entre les deux époux au moment du divorce, en fonction de la durée du mariage, en fonction du patrimoine qui a été acquis, etc. Donc, le juge, il va regarder tout ce qui a été acquis pendant le mariage, qu'on appelle des marital assets, et il va ensuite le partager équitablement, sachant que l'équité n'est pas forcément l'égalité. Donc, pour certains couples, ce sera du 20-80, pour d'autres couples, ce sera du 50-50, etc. C'est à l'appréciation du juge. Mais là où il y a quelque chose de parfois difficile à comprendre pour un Français qui débarque là-bas, c'est qu'il n'y a rien qui lui garantit de la façon dont sera partagé son patrimoine. Sauf s'il fait un contrat de mariage ou un prenuptial agreement, et dans lequel cas, il peut décider exactement la façon dont il partagera tout ça. C'est exactement la même chose sur ce qu'on appelle le spousal support, c'est-à-dire le devoir de secours, donc l'obligation alimentaire. Il n'y a pas de prestation compensatoire à New York. Il y a un devoir de secours qui peut être versé pendant la procédure de divorce et qui continue à être versé en fonction de la durée du mariage pour une durée déterminée. Et c'est pareil, il y a des guidelines qui sont précisés par le juge, mais en revanche, le juge a la possibilité de décréter que dans votre situation spécifique, pour telle et telle raison, il va verser plus ou moins ou plus longtemps, etc. Voilà. Et encore une autre différence par rapport à la France, c'est qu'il n'y a pas vraiment de droit international privé à New York. Donc, le juge new-yorkais applique sa loi. Vous pouvez avoir vécu 30 ans en France et débarquer à New York. Le juge new-yorkais, il appliquera sa loi à votre situation, sauf contrat de mariage. Et donc, on va parler un petit peu du contrat de mariage. Et c'est vraiment ça qui va intervenir. Le juge français ne va avoir aucune sensibilité pour vous êtes mariés là, vous êtes tous les deux français, ce n'est pas son problème, vous êtes ici, c'est moi qui statue. J'ai une question justement, peut-être une précision. Comment ça se passe dans les autres États? J'imagine que, voilà, vous parlez de New York. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les différents États? Alors, aux États-Unis, oui. Et surtout, les 50 États, peut-être qu'il y en aura plus d'ici quelques mois, les 50 États ont chacun leur juridiction et chacun leurs compétences. Donc, ce n'est pas la même chose que dans certains autres États fédéraux. Vraiment, la loi fédérale ne s'applique pas sur le droit de la famille. Elle ne s'applique que dans des domaines très particuliers qui sont soumis à la compétence fédérale. On ne va pas rentrer dans les détails, enfin, notamment les enlèvements internationaux, par exemple, enlèvement d'enfants. Mais sinon, tout ce qui est divorce, custody, c'est vraiment du droit étatique. Ça veut dire que le juge new-yorkais, il va considérer que sa loi ne s'applique que à ce qui se passe dans l'État de New York. Il ne va pas pouvoir l'appliquer dans le Connecticut ni dans le New Jersey. Alors, en revanche, il y a quand même beaucoup de lois uniformisantes entre les États, mais le juge new-yorkais va avoir d'autant plus de difficultés à comprendre. Lui, il a l'idée, OK, comment je fais voyager ma décision à l'intérieur des États-Unis, où en fait, on a à peu près les mêmes approches, plus ou moins. Enfin, il aura une façon très différente de voir comment sa décision va être appliquée en France. Il n'en a aucune idée. Déjà, on est un pays de droit civil, alors que là-bas, c'est un pays de common law. Donc, on a une approche complètement différente. Et c'est ça que les gens ne réalisent pas toujours en partant là-bas. Et quand ils vont voir un avocat new-yorkais, l'avocat new-yorkais, il leur donne des conseils de quelqu'un qui a toujours fait du common law, qui n'aura pas forcément l'idée qu'il y a un système qui aborde les choses de façon complètement différente. Alors, à l'inverse, en France, on se pique de connaître le droit étranger et on n'a aucun problème à appliquer une loi étrangère. On a des règles de droit international privé qui nous disent quelle loi appliquer. Et dans ce cas-là, il faut fournir au juge ou apporter dans les discussions avec ses confrères la règle de droit étranger. Donc ça, c'est aussi une grosse différence. On retrouve ce qu'Hélène décrit pour les différents États américains au sein de l'Union européenne, où selon les différents États membres de l'Union européenne, il y a une sensibilité très différente et le droit de la famille est quand même toujours très local. En fait, le droit de la famille, c'est quelque chose d'hyper profond, d'hyper ancré dans la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne mesure pas toujours à quel point ça peut être différent ailleurs et qu'il faut se renseigner.
Et ça se reflète vraiment dans le fait que ça n'est pas uniformisé complètement non plus entre les États européens. Sur le plan des aliments, donc du devoir de secours entre époux ou entre ex-époux, là encore, c'est différent de ce qui se passe à New York. La prestation compensatoire française, qui est la forme que prend le devoir de solidarité entre les époux au moment du divorce, elle n'a pas qu'une vocation alimentaire. Elle a en fait on dit qu'elle a une double vocation. Elle a une vocation alimentaire, c'est-à-dire donner à l'autre ce dont il a besoin. En vrai, c'est ce dont il a besoin pour rebondir. Il ne faut pas croire que c'est un ticket meal for life. Et elle a une vocation indemnitaire, c'est-à-dire qu'elle doit compenser les choix qui ont pu être faits pendant la vie familiale par finalement les sacrifices qu'un époux a fait ou pour l'autre ou pour éduquer les enfants. Et donc, c'est dans cette prestation compensatoire que ça se retrouve. Et moi, je vais un peu plus loin. Je dis que ça a aussi une vocation assurantielle. On va compenser ce qu'un époux va perdre du fait du divorce auquel il aurait pu légitimement s'attendre. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes concepts. Et c'est important quand on réfléchit et quand on déménage de comprendre ça et éventuellement de l'intégrer dans les choix qu'on peut faire. Dernière précision, en droit français, on ne peut pas prévoir à l'avance ce que sera la prestation compensatoire. On peut prévoir dans un contrat de mariage comment on va partager les biens. On ne peut pas prévoir ce que sera une prestation compensatoire. Et en revanche, quand on déménage, le fait de déménager ouvre des opportunités parce qu'en choisissant, parce que ça devient possible, une loi étrangère qui permet de faire ses choix, on peut finalement aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire devant un notaire français. Et par exemple, en France, à New York, on peut, si on fait un prenuptial agreement, on peut choisir à peu près tout. On peut choisir la façon dont on partage les biens. On peut choisir combien on versera ou ne versera pas. Si on verse, mais pas en cas d'adultère, on peut envisager toutes les possibilités qu'on veut, tant que chacun a un avocat et qu'il y a certaines règles de forme dont on parlera, je crois, après. On a beaucoup plus de liberté. C'est vraiment un contrat entre deux personnes et il y a moins une notion d'ordre public, sauf en cas de ce qu'ils appellent unconscionability, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui heurterait la conscience. Mais enfin, c'est très rare que ça heurte la conscience. Une autre différence, et on vous parle de toutes ces différences pour que vous mesuriez à quel point, si vous n'avez rien prévu, vous allez tomber d'un côté ou de l'autre. C'est comme une pièce qu'on jetterait sur la table. C'est dans l'organisation d'une procédure, notamment une procédure de divorce. Le timing est très différent. Donc, à New York, comment ça se passe ? Alors, à New York, vous ne serez pas divorcé tant que tout n'aura pas été réglé. Donc, le juge, il va être saisi par des summons. Il y aura plusieurs motions, il y aura des trials. Alors, le trial, c'est quelque chose qui peut durer potentiellement plusieurs journées entières avec examination, cross-examination, des parties, des témoins, etc. Et quand le juge, soit par settlement, soit à l'issue des trials, aura rendu sa décision et prononcera le divorce, tout aura déjà été réglé. Alors en France, c'est assez contre-intuitif parce que le juge ne divorce pas un couple tant qu'il n'a pas statué sur la prestation compensatoire. Logiquement, il devrait ne pouvoir statuer sur la prestation compensatoire que quand il sait comment les biens vont être partagés, puisque ça fait partie des critères de la prestation compensatoire, ce que chacun va recueillir dans la liquidation. Mais en vrai, ça ne se passe pas comme ça. En vrai, il doit fixer la prestation compensatoire et divorcer, mais il peut tout à fait le faire sans que le régime ait été liquidé, juste en ayant envisagé comment normalement ça devrait se liquider. Donc, c'est assez important de faire trancher les conflits sur la liquidation avant de faire fixer la prestation compensatoire. Et on peut très bien avoir la liquidation dans un second temps, ce qui est vraiment assez contre-intuitif. Et qui peut prendre du temps. Et qui peut prendre du temps. Tout ça pour vous dire que si vous n'avez rien fait, il faut faire assez attention et il y a parfois des options à prendre sur où on va saisir. Si par exemple vous êtes 2 Français aux États-Unis, ben, vous avez une compétence aux États-Unis parce que vous êtes là-bas. Donc souvent la compétence elle est fondée sur la résidence, donc c'est possible de saisir là-bas. Mais il y a aussi une compétence en France sur le fondement de la nationalité des deux. Et donc, il y a un choix à faire, et il y a un choix qui est meilleur que l'autre, et donc il y a un conflit d'intérêts en fait entre les époux.
Et il faut faire attention aussi à la chronologie, parce que selon le pays que vous saisissez en premier, ce pays va retenir sa compétence ou pas. Sachez que si la France est saisie en premier, le juge doit retenir sa compétence, même s'il y a une procédure qui est également enclenchée aux États-Unis. Alors qu'aux États-Unis, la règle chronologique est un peu moins forte, Hélène, je crois. Oui. Aux États-Unis, le fait d'être saisi en premier est un des critères, mais le juge peut aussi se dessaisir du dossier, même s'il a été saisi en premier, en regardant ce qui est le plus convenient pour le tribunal, où sont situés les biens, où les époux ont été mariés, est-ce qu'il y a un contrat de mariage local ou d'un autre pays, et voilà, où sont situés les enfants, où sont situés les témoins éventuels. Donc le juge, même en étant saisi en premier, et si la France, par exemple, est saisie après, peut décider de se dessaisir. Et ça m'est arrivé de l'obtenir parce que le juge disait, bon, OK, on a été saisi en premier, on est compétent, mais en fait, ça va être l'horreur de statuer là-dessus. Il y a le juge belge, il y a le juge français. On vous laisse régler ça là-bas. Et à l'inverse, Hélène, on peut avoir un juge français saisi en premier qui, parce qu'il est saisi en premier, va dire bah, je suis compétent et saisi en premier, donc je continue. Mais en même temps, un juge américain qui dit je ne suis pas saisi en premier, mais je considère que c'est un dossier américain et donc je le garde. Et donc deux procédures avec le coût de deux procédures. Parce que le juge new-yorkais, et comme les autres juges américains, le critère de la compétence basé uniquement sur la nationalité, ça le choque beaucoup. Donc, qu'on lui dise on est français, on a saisi la France, mais on est tous à New York, y compris les enfants, etc., il ne va pas trop aimer, sauf, donc il y a des grandes chances qu'il garde le dossier de toute manière. Donc, tout ça, il faut en réfléchir, il faut peser les risques. Et puis après, il y a aussi tout le coût de la procédure qui n'est pas le même. Donc, c'est vrai qu'il faut, je pense, bien réfléchir en amont et aller voir des avocats qui puissent vous conseiller sur les deux options. Alors, le deuxième point de notre intervention, on vous a dit c'est très différent dans les deux endroits, mais alors pourquoi finalement choisir l'un plutôt que l'autre? C'est ce qu'on appelle le forum shopping, c'est-à-dire qu'on fait son shopping entre deux forums, donc entre deux juridictions, et évidemment, on cherche le meilleur. Alors, le meilleur, pourquoi? D'abord, on cherche en réalité, via le forum, on cherche la loi applicable, on cherche la loi qui va être la plus favorable pour soi. Et un des enjeux importants entre la France et New York, c'est la reconnaissance du contrat de mariage. Parce que les contrats français sont assez différents des contrats américains. Les contrats français, c'est généralement un petit formulaire complètement standard qui sort de la machine du notaire, sauf si on fait mieux. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est mieux, mais sinon, c'est ce contrat standard qui n'a pas forcément été traduit, où il n'y a pas deux avocats, il y a généralement juste un notaire. Et alors ça, le juge new-yorkais, la figure du notaire, ce n'est pas quelque chose qu'il comprend bien. Souvent, en plus, elle est confondue avec les notaries au sens américain du terme. Donc, ils sont juste des gens sans compétences juridiques particulières qui sont juste assermentés pour attester qu'une personne qui signe est bien qui elle dit qu'elle est. Ça se vérifie avec une carte d'identité, tout bêtement. Donc, ce notaire qui instrumente pour les deux, ce n'est pas du tout quelque chose de satisfaisant. Les juges américains n'aiment pas non plus beaucoup que nos contrats ne soient pas forcément accompagnés d'une divulgation des actifs et des revenus de l'un et de l'autre. Et pour cette raison-là, les contrats ne sont pas systématiquement retenus. En tout cas, on prend un risque en ne les faisant pas d'une certaine manière. Et attention, parce que si vous avez un juge américain qui ne reconnaît pas la validité de votre contrat de mariage français, pour autant, ça ne veut pas dire que la décision américaine, elle ne sera pas reconnue en France, ni qu'elle ne sera pas exécutée. Moi, j'ai l'exemple d'un dossier dans lequel le contrat de séparation des biens français n'a pas été reconnu à New York. Le juge new-yorkais a constaté que le contrat français ne contenait pas une clause qui faisait un choix express de loi applicable française. Il a dit, bon, moi, on me vise des articles du Code civil français, mais ce n'est pas pareil que dire je veux que la loi française s'applique. Donc, je considère que je n'ai pas de choix de loi applicable. Il est allé ensuite regarder quels étaient les points de connexion les plus forts avec tel ou tel pays. Et il a dit, finalement, ils sont à New York depuis longtemps, les enfants sont nés là-bas, le mari travaille là-bas, donc je considère que c'est la loi de New York. Il a dit, puisque c'est la loi de New York, est-ce que c'est les obligations finalement formelles pour un contrat new-yorkais sont remplies? Non.
Donc, j'écarte le contrat. Et il a fait une equitable distribution dans laquelle, en gros, il a donné les dettes au mari, les actifs à la femme. Et ensuite, madame veut faire exécuter son contrat en France. Et le juge, enfin, c'est allé jusqu'à la Cour de cassation qui a dit c'est pas parce qu'on n'a pas respecté le choix des parties s'agissant du régime matrimonial qu'on ne peut pas exécuter le contrat en France. Donc, il faut faire vraiment attention pour faire voyager son contrat de mariage. Il faut faire très attention. Alors, New York est quand même un des États qui respecte le mieux les contrats de mariage étrangers. Il y a quand même toute une jurisprudence qui vise à reconnaître un contrat, mais c'est vrai qu'il y a des risques et qu'il faut se protéger en amont pour garantir la protection. Il y a plusieurs façons de se protéger, mais il faut absolument faire ça. À l'inverse, le prenup new-yorkais est reconnu en France, sauf certaines clauses qui pourraient être considérées contraires à l'ordre public, par exemple le choix du montant de la prestation compensatoire ou la renonciation au spousal support, éventuellement. Éventuellement. C'est plutôt des clauses d'ordre personnel, en fait, qui poseraient des en cas des problèmes. Voilà. C'est vrai que les clauses qui pourraient être vécues comme des empêchements de divorcer, c'est-à-dire que si c'est moi qui demande le divorce, je n'ai pas de prestation compensatoire, ou des clauses un peu fracassantes sur des obligations à des rapports sexuels X par semaine, hein, qu'on voit. Bon, ça, en France, ça passe pas du tout. Ouais. Bon, ceci dit, à New York, ça passe pas trop non plus. Mais on en voit des drôles. Alors, autre raison de faire dans un pays ou l'autre, Hélène, c'est la divulgation. Oui, alors effectivement, à New York, si vous faites un prenup à New York ou un post-nup, c'est-à-dire un post-nuptial agreement, c'est la même chose, mais une fois qu'on est marié, il y a des règles formelles auxquelles Isabelle faisait référence, notamment la divulgation du patrimoine. Et il faut absolument indiquer tout ce qu'on a dans son patrimoine et dans son prenup et pendant la procédure de divorce. Il va falloir remplir un statement of net worth où on va dire l'intégralité de ses actifs dans le monde, de son passif, de ses revenus, etc. Et c'est quelque chose qui est sujet, si on ne le fait pas, à contempt of court, ce qui peut vous amener non seulement à des peines, à des amendes assez lourdes, mais aussi à des incarcerations. Donc, c'est très, très suivi et donc, on est vraiment dans le pays de la transparence. Il faut être transparent, il faut dire tout ce qu'on a, donc, ce qui n'est absolument pas le cas en France. La rigueur est moins… Oui, alors disons qu'en France, il faut être transparent aussi, mais c'est la sanction qui manque. C'est-à-dire qu'en France, on ne vous envoie pas en prison et du coup, la tentation est plus forte d'être un peu moins transparent. Voilà. Donc, la sanction, c'est que le juge va se rendre compte que vous cachez des choses, mais si ce n'est pas ce que vous cachez, c'est compliqué d'en tirer toutes les conséquences. Donc, quand on a besoin d'une transparence, quand on est inquiet qu'il n'y ait pas cette transparence du côté d'un des époux, de ce plan-là, on pourrait considérer que New York est un meilleur forum. Oui, tout à fait. Alors, les coûts, en revanche, on va dire que la balance pencherait côté français. Hélène vous a décrit des procès qui durent des jours entiers à New York. Alors, nous, on est content quand on a 10 minutes ou 15 minutes pour s'expliquer devant le juge. Donc, forcément, ça coûte un peu moins cher. Et les honoraires sont un petit peu… On va dire que les taux horaires sont généralement, en moyenne, un peu moins lourds aussi. Hein. Moi, je ne me sens pas toujours cheap, mais je me sens un peu cheap vis-à-vis de mes confrères américains. Ouais. Non, New York, c'est cher. Et New York aussi, l'époux qui gagne plus d'argent est censé payer les reasonable fees de sa femme. Donc, en fait, il paye son avocat et l'avocat de sa femme. Donc, en général, ça pousse rapidement en settlement. Parce que, bon, soit tu fais des trials qui durent 15 jours où tu payes les frais d'avocat de tout le monde, soit tu settles et tu trouves un compromis. Donc, on est dans un pays où il y a beaucoup, beaucoup de settlement parce que tout le monde n'a pas les moyens ou l'énergie d'aller jusqu'au trial parce que c'est des jours et des jours et des jours de trial. Un trial sur la custody, ça peut être facilement 3-4 jours. Un trial, après, il y a l'equitable distribution, il y a le support, il y a tous les éléments. Donc, ça coûte très cher. En revanche, tout ce qui sera donné d'un époux à l'autre dans le cadre du prononcé du divorce, que ce soit au terme de l'equitable distribution ou du spousal support, est tax-free pour tout le monde. Donc, dans l'État de New York, il peut y avoir potentiellement des taxes, mais au niveau fédéral, c'est tax-free et toute l'equitable distribution est tax-free. Alors, énorme différence, là encore, parce que ce qui est donné pour les enfants en France est taxé à l'impôt sur les revenus entre les mains de celui qui le reçoit et déduit des mains de celui qui le verse, sauf en résidence alternée, ou parce qu'on partage le quotient familial, on ne va du coup pas pouvoir déduire, ni être imposé.
Et entre époux, ça dépend vraiment de la forme que prend la prestation compensatoire. La prestation compensatoire versée dans un délai de moins de 12 mois n'est pas imposée ou pratiquement pas. En fait, il y a un forfait de 125 € et c'est 125 € que vous donniez 1 euro ou que vous donniez 30 millions. Et en revanche, tout ce qui est versé sur plus de 12 mois devient taxé à l'impôt sur les revenus. En fait, c'est pour encourager les clean breaks, pour encourager les versements rapides, parce qu'on sait qu'en France, il y a beaucoup de pensions qui ne sont pas payées. Donc l'idée, c'est de ne pas se trouver dans une situation où il y a des pensions à payer au fil de l'eau. Et en France, on a une autre taxe qui est le droit de partage. Si vous partagez un bien en France, l'État prend 1,1%. Et ça, c'est en plus des frais de notaire. Donc, il y a un coût, Et une normalement, imposition lourde. Et normalement sur l'intégralité du patrimoine. Alors ça, si on a le bon notaire qui fait bien les choses, ce n'est pas sur l'intégralité du patrimoine, mais c'est vrai que c'est un point d'alerte parce que si ce n'est pas bien rédigé, c'est le risque qu'on prend, effectivement. La publicité aussi, c'est une différence. Oui, alors à New York, les audiences sont publiques. Donc voilà, tout le monde peut potentiellement savoir ce qui vous arrive. Si vous voulez divorcer discrètement, venez en France, c'est complètement privé. Et puis, oui, bon, l'efficacité. C'est-à-dire que le bon forum, c'est aussi, c'est pas une décision qu'on va pouvoir accrocher au-dessus de son lit en disant j'ai gagné. En fait, le bon forum, c'est celui où le résultat, on va pouvoir le faire exécuter. Donc, il faut aussi prêter attention à où sont les biens. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens de faire en France quelque chose, ce qu'il va ensuite falloir faire exéquaturer aux États-Unis pour faire exécuter sur des biens américains. Donc, ça fait partie des choses à mettre dans la balance. Tout à fait. Et alors, bon, là, on vous a parlé essentiellement des éléments patrimoniaux, mais sachez que sur les enfants, c'est à peu près la même chose. Il y a une approche qui sera une approche assez semblable dans le sens où les deux juridictions sont sensibles à l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais alors après, la façon dont se passe une procédure, elle est différente. La façon dont le juge retient sa compétence, elle est différente. Et par exemple, à New York, il y a presque systématiquement un avocat qui va représenter les enfants dans une procédure quand elle sera contentieuse, presque toujours. Et donc, ça va être une procédure qui ne va pas être menée exactement de la même manière des deux côtés. Il y a aussi ce qu'on appelle des forensic evaluations, qui sont des expertises médico-psychologiques qui sont très, très poussées, mais où l'expert va vraiment porter un regard beaucoup plus poussé sur l'équilibre de la famille. Elle ne va pas donner forcément un conseil sur la custody parce qu'il n'est pas en état de le faire, mais va pouvoir donner un avis sur la capacité des parents de s'occuper des enfants. Oui, et nous, on a aussi des expertises comme ça par alors soit des enquêteurs sociaux, soit des experts médico-psychologiques. Mais le temps que passe l'expert avec la famille est quand même assez réduit. C'est généralement 1 heure avec chaque parent, éventuellement 1 autre heure avec les parents et les enfants avec les parents. Et donc un rapport sans doute moins fouillé. Et souvent, en revanche, une recommandation assez précise, une préconisation sur un mode de garde, sur une capacité à exercer ou pas l'autorité parentale. Donc là, pour le coup, en moins de temps, on a une recommandation un peu ferme dont il n'est pas toujours facile de conduire le juge à s'écarter après. Bon, et puis j'avais noté aussi d'évoquer qu'à New York, le juge va facilement, c'est un État où jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, très facilement, il prononçait la sole legal custody, c'est-à-dire l'autorité parentale exclusive pour un des parents, notamment en cas de très grands conflits ou quand les parents vivent dans des États complètement différents. Il y en a un qui vit en France, un qui vit à New York. Il avait tendance à prononcer la sole custody pour celui qui est à New York. D'ailleurs, il a encore un peu cette tendance. Ceci dit, on va quand même de plus en plus vers la joint custody, donc l'idée que les parents prennent les décisions ensemble, mais le juge va vouloir qu'il y ait un tiebreaker et que les parties prévoient une façon de gérer les conflits entre elles, qu'elles ne soient pas toujours devant le juge dès qu'il y a un problème sur le dentiste et le pédopsychiatre. Et dans ces cas-là, très souvent, les parents prévoient un parenting coordinator, qui est un tiers, qu'ils vont aller voir quand il y a une difficulté avant d'aller éventuellement voir un juge pour essayer de résoudre les difficultés. Je crois pas que ça. Je pense qu'en France, on commence à y penser, mais ça existe pas. Ouais, non, pas encore. Mais en France, on le règle soit en revenant voir ses avocats qui avaient quand même mis en place un certain dialogue et qui parfois peuvent faire le service après-vente, soit avec la médiation.
Voilà, mais pas, on n'a pas vraiment encore, et ça serait utile de les avoir, ces parental coordinateurs. Voilà, donc tout ça, c'est si vous n'avez rien prévu, que vous n'avez rien organisé, vous voyez qu'il y a deux univers assez différents avec des conséquences assez différentes, d'où notre préconisation de se renseigner et d'essayer d'anticiper autant que faire se peut pour être prudent. Oui, donc il faut planifier avant le départ, il faut idéalement planifier avant le mariage, mais on peut planifier pendant le mariage, on peut planifier une fois qu'on est déjà parti, mais se rendre compte que finalement il y a des choses qu'on n'a pas pensées ou qu'il faudrait revoir. Il y a plein de choses qu'on peut faire et en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a des outils différents qui peuvent être faits. Il y a la question du contrat de mariage et il y a la question du prenup. Si on n'a pas fait de prenup ou de contrat de mariage à New York, on peut faire un post-nup. En France, il y a aussi des outils. On peut modifier son contrat de mariage, absolument. Voilà. On peut faire une déclaration de loi applicable, puis choisir un contrat. Exactement. À New York, il y a aussi une possibilité, j'en ai fait quelques-uns, de faire des ratification agreements où on ne va pas forcément faire un contrat de mariage ou un prenup ou post-nup à New York, mais on va ratifier le contrat français. Ça permet parfois de ne pas d'échapper à la clause de divulgation de l'intégralité du patrimoine quand, pour X raisons, on ne veut pas tout divulguer. Mais voilà, on va ratifier. Il y a des choses qu'on peut faire qui vont permettre de solidifier ce que vous avez déjà ou de le mettre en place. En tout cas, la règle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. D'autant que le déménagement lui-même peut modifier la donne. Quand une famille déménage, parfois un des époux arrête de travailler pour suivre son conjoint. Donc le contrat qui était adapté à ce couple où les deux travaillaient peut se trouver ne plus l'être parce qu'il y en a un qui finalement s'expose, se fragilise pour la carrière de l'autre. Donc ça peut être le moment de, par exemple, passer d'une séparation des biens à une communauté ou à une séparation des biens avec société d'acquis pour tel ou tel type d'actifs, ou ça peut être le moment de dire on reste en séparation des biens, mais puisque maintenant on est résident aux États-Unis, on va faire le choix de la loi américaine, et dans le choix de cette loi américaine, on va pouvoir encadrer les conditions de sortie par finalement un équivalent de prenup pour dire si on divorce, voilà comment je vais protéger mon conjoint. Parce que finalement, le contrat de mariage, ça dit comment on se marie, c'est-à-dire ça dit est-ce qu'on crée une sorte de communautarisation finalement des gains et des biens acquis pendant le mariage. Et le prenup, c'est un contrat de divorce. Oui. Philosophiquement, c'est un peu ça. Oui. Qui dit ça ne change rien pendant le mariage, mais voilà comment on sort du mariage. Voilà. Exactement. Et ce qui est important quand on fait ça, quand on fait ces contrats de mariage internationaux, on va les appeler comme ça finalement, ou ces prenup, c'est de faire l'explication de texte des concepts des deux pays pour que si c'est soumis au juge de l'autre juridiction, il y ait une bonne compréhension des termes. Donc, par exemple, une séparation des biens, nous, c'est évident, on dit on est séparé de biens. Mais c'est quoi une séparation des biens? Il faut dire une séparation des biens, ça veut dire que chacun conserve ce qui est à lui, que ce soit les gains, que ce soit les biens. En fait, il faut partir du principe qu'on parle à des gens qui ne sachent pas de quoi on parle et il faut leur expliquer dans des termes juridiques clairs. Oui, il faut faciliter le travail du juge. C'est ça. Parce que sinon, après, vous avez appel à des experts qui ne vont pas non plus faciliter les choses, qui vont devoir expliquer, qui vont devoir témoigner, qui vont devoir expliquer ce que c'est que la séparation de biens, la participation aux acquis, etc. Et c'est très compliqué. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une approche un peu pédagogique. Et puis même pour vous, à vrai dire, c'est aussi bien de comprendre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui signent des contrats et qui ne sont pas très sûrs d'avoir tout à fait compris ce qui allait leur arriver. Donc. Et puis, il faut faire attention au formalisme. Et ça, c'est vrai aussi quand on vit aux États-Unis. Si on vit aux États-Unis, mettons un couple, un Français qui vit en France, qui se marie à une Américaine et qui du coup va partir aux États-Unis. Eh bien, s'il signe son contrat alors qu'il est encore résident en France, il faut absolument que le contrat soit notarié, alors même que jamais votre confrère américain, même si c'est un prenup, votre confrère américain ne va pas se dire que pour signer un contrat avec un contenu qui souvent sera très américain, il faut que ça soit notarié. Si, il faut que ça soit notarié. C'est pour ça qu'il vous faut en fait des gens des deux côtés de l'Atlantique.
Et si on signe un contrat français, il faut aussi penser à un certain nombre de choses pour qu'il soit reconnu Oui, aux États-Unis. exactement. Donc, pour ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir essayer d'envisager d'avoir chacun un conseil, d'avoir fait une divulgation. Et puis, il y a des règles de formalisme aussi sur la signature du contrat qui sont importantes, notamment la notarisation. Bon, après, le juge, enfin, moi, les dossiers que j'ai eus, le juge new-yorkais, il reconnaît la façon dont c'était signé en France. Mais d'abord, on ne sait jamais sur quel juge on tombe. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire en amont pour garantir qu'il est non seulement, il va s'appliquer comme vous le voulez sur le fond, mais aussi que par la forme, il ne sera pas écarté juste parce que sur la forme, il n'a pas rempli les critères. Et c'est l'occasion aussi d'englober dans le contrat des structures de détention de patrimoine qui ne sont pas forcément complètement connues du juge de l'autre pays. Bon, par exemple, nous, on a énormément de démembrement de propriété, mais la nue propriété, l'usufruit, ce n'est pas forcément quelque chose qui est une évidence pour un juge new-yorkais. Pas du tout. Et à l'inverse, un Et trust… Voilà. Et nous, on a beaucoup de trust. Est-ce que c'est adapté pour un couple français qui va peut-être revenir en France plus tard ou qui aura des enfants qui seront peut-être en France? Tout ça, il faut réfléchir, que ce soit d'ailleurs sur la question patrimoniale dans le mariage ou dans la question successorale. C'est des questions auxquelles il faut réfléchir avec des conseils des deux côtés. Ouais. Donc voilà, il faut être vigilant. J'ai des questions. Bien sûr. Allez-y. Est-ce que vous conseillez de modifier régulièrement le prenup en fonction des changements patrimoniaux et matrimoniaux? On conseille de se poser la question régulièrement. Oui, absolument. Pour moi, un prenup ou un contrat de mariage, c'est comme un appartement. C'est-à-dire que l'appartement idéal quand on est un jeune couple marié à Paris dans un quartier vivant et sympa, c'est plus l'appartement idéal quand on a des jeunes enfants, et l'appartement de quand on a des jeunes enfants, c'est plus l'appartement idéal de quand ils sont grands et que on peut se réduire. Donc c'est pareil en fait. Tous les choix qu'on ferait logiquement en bon sens dans la vie normale, pourquoi on ne se les pose pas sur la structure patrimoniale et les testaments aussi? Alors, avec une chose qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'un contrat de mariage, on en a un seul. Il ne faut pas en faire un à New York et un en France. Il faut faire soit un contrat français, soit un prenup. Après, oui, réfléchir en fonction de sa situation patrimoniale, familiale, géographique, est-ce que ça convient toujours à ce que vous souhaitez? Alors que des testaments, on en parlera après, on peut avoir un testament dans chaque juridiction. C'est une question, on ne peut pas modifier le choix de juridiction en cours du mariage si on a déjà un prenup. Alors, le choix de juridiction, on ne va pas pouvoir faire un choix de juridiction, par exemple, pour le divorce. Ça, c'est en tout cas, côté français, c'est interdit. C'est le seul choix de juridiction qui n'est pas du tout disponible. Et ça, en France, ça a des conséquences parce que on est soumis en France à un règlement sur les régimes matrimoniaux maintenant, qui est en vigueur depuis 2019. Et ce règlement sur les régimes matrimoniaux, il donne la compétence au juge du divorce pour liquider le régime matrimonial. Et cette compétence, elle va venir primer sur la compétence qu'on aurait pu choisir dans son contrat de mariage. Donc, on ne va pas pouvoir complètement sécuriser la compétence. Mais je pense qu'il ne faut pas s'obséder sur la compétence, il faut se concentrer sur le fond. Et il faut faire en sorte que le fond qu'on a choisi, il soit clair, intelligible et le moins discutable possible des deux côtés. Et c'est comme ça qu'on résout le point, plus qu'avec des clauses de juridiction. Ouais, c'est de cet avis? Je suis d'accord. C'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir. Quand vous faites un prenup, l'objectif, c'est déjà de comprendre ce que vous voulez entre vous, mais aussi que si vous allez devant un juge, vous ne vous retrouviez pas dans une procédure qui va durer 3 ans et qu'au moins, parce que la custody, ça, on ne peut pas la prédécider, laisse tout ce qui est les enfants, mais au moins les questions patrimoniales, qu'un maximum, elles puissent être claires et on applique et c'est fait. Donc, ça facilite quand même beaucoup ces moments qui sont déjà difficiles en soi. Et juste pour rebondir, après je vous laisserai… Bien sûr. Sur la partie vous avez évoqué le contrat notarié. La personne se pose la question, on parle de quel notaire? Un notaire en France, un notaire américain? Comment ça se passe? On parlait de notaire Oui, en France. là, on parlait de notaire en France. Hein. Le notaire américain, en fait, c'est les notaries. Ils ont juste un rôle de certification de signature.
Donc, la bonne politique, quand le contrat doit être notarié, mais qu'on veut s'assurer qu'il soit efficace aux États-Unis, c'est soit de prendre 2 notaires, un pour chacun, soit, et nous, c'est plus notre recommandation, pas juste parce qu'on est avocat, de prendre un notaire qui aura le rôle neutre et 2 avocats. Et pourquoi nous, on dit plutôt avocat? Parce qu'on n'a pas le même œil que le notaire. Le notaire, il a une manière de travailler qui est une recherche permanente de conciliation, ce qui est très positif. Mais nous, on a quelque chose que les notaires n'ont pas, c'est le crash test. C'est-à-dire que nous, on voit toutes les merdes. Nous, on voit ce qui se passe quand les gens n'ont rien fait, on voit comment ils vont pouvoir soulever tel ou tel point. Et donc, nous, on a un regard complémentaire de celui du notaire. Ouais. Nous, on pense déjà à ce qui se passera si jamais ça ne va pas. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du notaire, effectivement. Voilà. On fait de la médecine chinoise, en fait. On regarde ce qui peut mal se passer pour prévenir la maladie. Donc voilà, donc vérifiez ce que vous avez fait. Je pense que c'était ce qu'on voulait conclure sur ce point-là. Et si vous n'avez rien fait, il n'est pas trop tard. Et si vous avez fait, il faut vérifier que ce que vous avez fait tiendra. Et si c'est fragile, on peut l'améliorer. Exactement. Voilà. Et correspond à ce que vous souhaitez. Donc ça, c'était voilà, toute l'approche matrimoniale. Maintenant, toute cette transmission patrimoniale, elle est aussi liée à votre décès. Donc, en cas de décès, selon le lieu de votre résidence, des lois différentes s'appliqueront. Oui, parce que le divorce, en fait, c'est ce qui peut se passer de mieux. Hein. L'autre option pour la sortie d'un mariage, c'est le décès de l'un des deux. Donc, de toute façon, ça arrivera. Donc, il faut l'anticiper. Voilà. Et alors, à New York, on applique, et c'est à peu près l'équivalent en France, on applique la loi du du domicile. Donc, si votre domicile est à New York, donc le domicile, c'est à la fois le fait de résider dans le pays d'une façon permanente. Par exemple, il y a plusieurs indices. Ça peut être la carte verte, ça peut être y habiter depuis longtemps, etc. Avoir une maison, avoir ses enfants qui sont scolarisés. Mais c'est aussi une intention de continuer à vivre là. Donc, si vous êtes là, mais que vous avez déjà pris vos billets d'avion pour rentrer vivre en France dans 3 mois, c'est possible que ça mette en jeu le concept de domicile. Le domicile, c'est le lieu de résidence et l'intention de continuer à résider dans le pays. Et si on est domicilié à New York appliquera la loi new-yorkaise à votre succession. Mais pas à toute la succession. Mais pas à toute la succession, parce que la loi new-yorkaise que le juge new-yorkais appliquera dit « Je m'applique à tous les biens meubles partout dans le monde, mais aux biens immeubles uniquement dans l'État de New York. » Si un bien immeuble en Floride ou au Kazakhstan ou en France, je n'applique pas d'ailleurs, je renvoie au juge local pour gérer le partage du bien immobilier. Et alors là, en France, c'est un peu pareil, parce que la loi de la résidence habituelle a une grosse importance, mais il y a deux nuances hyper importantes. La première, c'est que la loi qui s'appliquera à la succession va s'appliquer à toute la succession, y compris aux biens qui sont à l'étranger sur lesquels le juge va se reconnaître une compétence. Et la deuxième différence, c'est qu'il y a une possibilité, en vertu d'un règlement européen, de faire un choix de loi uniquement pour sa loi nationale. Donc, un Français qui vit à New York peut soit laisser la loi de New York comme loi de sa résidence habituelle, qui est une notion un peu plus factuelle, mais qui recoupe quand même la notion de domicile aux États-Unis, s'appliquer, soit dire, moi, je ne veux pas que ce soit la loi américaine qui s'applique, je veux choisir la loi de ma nationalité, c'est la seule que je peux choisir, donc je choisis la loi française pour s'appliquer à ma succession et je fais un testament de droit français. Et à contrario, un Américain vivant en France peut choisir la loi américaine. La loi américaine, absolument. Ce qui permet notamment d'échapper à cette chose que parfois les Américains n'aiment pas trop parce qu'ils ne comprennent pas très bien l'idée, qu'on appelle la réserve héréditaire. D'être obligé de transmettre son patrimoine à ses enfants. En partie, mais en grosse partie. En grosse partie. Alors qu'à New York, ça n'existe pas. On n'a aucune obligation de transmettre à ses enfants. À New York, la personne qui est protégée, c'est l'époux survivant. Donc, si vous n'avez rien fait, l'époux survivant hérite d'office de 50% du patrimoine. Et si vous le déshéritez, il peut quand même aller contre votre testament et exiger 30%. En revanche, très souvent, dans les prenups dont on parlait avant, on fait très souvent des waivers, etc. On peut renoncer très facilement à ce qu'on appelle le elective share. Alors que la réserve héréditaire, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois qu'on peut y renoncer qu'au moment du… Oui. Et tu as raison de le souligner, c'est une grosse différence aussi dans les contrats. Si on fait un contrat international, mais qui implique New York, on va dans le contrat
faire renoncer à cet électif share si chaque époux veut conserver la main finalement sur ses successions. En droit français, cette clause, elle est nulle, mais ça n'a pas d'importance parce qu'on en a besoin pour les États-Unis. Et on va, pour récupérer le même résultat en France, on fera faire un testament par lesquels chaque époux déshéritera l'autre. Alors, ce n'est pas possible quand on n'a pas d'enfants, mais dès qu'on a des enfants, là, c'est possible de déshériter l'autre. Et comme ça, en fait, on obtient de deux manières différentes un résultat qui s'harmonise et on satisfait à la fois le besoin à New York qui est cette renonciation dans le contrat, renonciation nulle pour nous, mais qu'on récupère via le testament en France. Donc ça, c'est un bon exemple pour voir pourquoi il faut collaborer et faire emboîter les deux trucs. Ouais. Truc, c'est un terme juridique assez fouillis. Hein, voilà, c'est le langage juridique clair. Et alors, autre différence, c'est qu'à New York, au moment du décès, il n'y a pas... au moment du décès à New York, en gros, va être constitué ce qu'on appelle la estate, c'est la succession, qui a la personnalité juridique, qui va être managée par un exécuteur testamentaire, qui aura souvent été désigné dans le testament et qui sinon sera un proche, et puis à défaut de quelqu'un de chez au tribunal, qui va gérer la succession, c'est-à-dire qu'il va prendre tous les biens qu'il y avait dans le patrimoine du défunt, il va les mettre au nom de la succession, estate of Jean-Michel, et ensuite il va voir quels sont les bénéficiaires selon la loi ou selon le testament, il va payer les impôts, et ensuite, s'il y en a, et ensuite il va distribuer. Donc en fait, les bénéficiaires, les héritiers sont totalement passifs dans la procédure américaine. Et c'est une procédure judiciaire. On va devant un juge. Donc les héritiers attendent en fait. Les héritiers attendent. Ouais. Alors qu'en France, c'est assez différent puisqu'en fait, les héritiers, on dit qu'ils sont saisis immédiatement par la succession. Donc immédiatement, ils en sont propriétaires, sauf que s'ils sont en indivision entre les différents héritiers, il va falloir quand même prendre des décisions conjointes. Et il y a un notaire qui va quand même gérer la succession au sens où il va payer des factures, il va recevoir des revenus. Donc, il y a quand même un tiers qui aide à manager la succession, mais les héritiers sont directement en possession de la succession. Et ça veut dire quand même que s'il y a des biens aux États-Unis, il faut sans doute prévoir des choses pour échapper à cette période de vide où parfois on peut avoir besoin d'accéder aux biens sans pouvoir le faire. Oui, et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué aux États-Unis. Alors, il y a plusieurs manières de gérer cette étape. Bon, d'abord, l'exécuteur testamentaire, il a beaucoup de pouvoir, mais il a aussi des responsabilités. S'il manage mal, il encourt sa responsabilité. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la possibilité de ne pas faire cette procédure judiciaire de succession, on appelle ça le probate. Il y a la possibilité pour certains biens d'échapper au probate et qu'ils soient transmis directement. C'est notamment les biens qui sont détenus en indivision. Par exemple, j'ai une maison avec mon mari meurt, et ben je suis automatiquement propriétaire de toute la maison. Ouais, sans qu'il n'y a pas de possibilité de besoin de faire une succession. Les biens, notamment, ça se fait sur à peu près tous les comptes bancaires sur lesquels on peut désigner un bénéficiaire. Donc ça, c'est utile, notamment quand on a par exemple quelqu'un qu'on veut favoriser en France ou à l'étranger. Plutôt que d'attendre toute la procédure, bon, déjà de le désigner comme bénéficiaire sur un compte, ça va lui permettre d'avoir tout de suite accès à un certain montant. Et puis après, il y a le trust. Et donc, il y a différents types de trusts. Il y a des trusts qu'on fait de son vivant, il y a des trusts qu'on fait à cause de mort. C'est le trust dont je parle là. Et on peut faire un trust qui va à la fois permettre que les biens tombent dans le trust et n'aient pas de potentiellement échapper au probate, pas toujours. Et éventuellement aussi de gérer la façon dont ils seront transmis à ses héritiers, en donnant des clauses, voilà, je transmets à tel âge et à tel âge, et aussi en protégeant les enfants mineurs, puisque le testament, c'est aussi l'outil de protection des enfants mineurs et de désignation des tuteurs. Oui, ça, c'est un truc auquel on ne pense pas toujours, mais du point de vue français, quand il y a des enfants mineurs, l'autre parent a l'administration légale et la jouissance légale. L'administration légale, ça veut dire qu'automatiquement, c'est lui qui manage les biens de l'enfant. Et la jouissance légale, ça veut dire qu'il a le droit de dépenser les revenus des biens des enfants, moyennant que ce soit dans leur intérêt. Mais enfin, grosso modo, personne ne va beaucoup vérifier. Donc ça, ce n'est pas très gênant quand on est dans une famille unie où tout va bien. Encore qu'on peut avoir un conjoint qui n'a pas
je dirais qu'il n'y a pas la sophistication de gérer un patrimoine compliqué, par exemple un patrimoine de société ou des actifs très complexes. Mais a fortiori, quand on est dans un couple de parents divorcés, par exemple, c'est important de prévoir dans le même mouvement où on divorce et où on sépare les patrimoines que peut-être qu'on n'a pas envie que ce soit son ex-conjoint qui vienne gérer les biens des enfants et on va peut-être préférer désigner un oncle ou un ami qui a des compétences particulières, en particulier si ce sont des parts de société. Donc ça aussi, ça s'organise en amont, ça s'organise dans un testament. Et quand on a des patrimoines des deux côtés de l'Atlantique, ça peut être très utile de même doubler les testaments. Et pour le coup, là, ce n'est pas très gênant d'en avoir deux qui renvoient l'un à l'autre, mais pour viser le même type d'institution avec les noms différents qu'ils ont dans les deux pays. Et simplement, on va désigner la même personne comme tiers administrateur en France et comme guardienne. Voilà. À New York, sachant qu'à New York, le guardian, il reste soumis. Donc, il y a le guardian, il y a le tuteur à la personne qui va élever votre enfant. Et là, on parle du guardian to the property, celui qui va gérer le patrimoine. Il reste soumis au contrôle du tribunal, ce qui fait que c'est quand même quelque chose de très, très lourd, parce que jusqu'aux 18 ans de l'enfant, il doit rendre des comptes, etc. Donc, il y a aussi d'autres choses qu'on peut prévoir dans un testament, notamment le custodianship, où on va désigner un tiers, par exemple son conjoint, si tout va bien, ou quelqu'un d'autre, qui va gérer le patrimoine. Bon, il a toujours des comptes à rendre, enfin, il doit le faire dans l'intérêt de l'enfant, mais en gros, il aura beaucoup plus de flexibilité dans la gestion du patrimoine. Ce qui aussi peut être, quand on est en situation de confiance, peut être ce qu'on préfère en cas de décès. Et on peut désigner un tuteur à la personne. Qui ne soit pas le même. Qui ne soit pas le même, et on peut désigner un tuteur et un subrogé tuteur, et puis un tuteur au bien, et même pour certains biens, telle personne. Et, enfin, voilà, donc on peut, en fait, anticiper. Bon, d'abord, ça ne fait pas arriver des catastrophes. Même moi, je dis souvent, c'est quand on prépare son plan B qu'on a le plus de chances de réussir son plan A. Donc, faire un testament ne fait pas mourir. Mais surtout, ça donne du confort et ça donne de la sécurité pour le cas où il se passerait quelque chose. Oui. Et parce que nous, on voit que ceux qui ne prévoient pas, parfois, c'est la catastrophe et ça aurait parfois pu être évité à peu de choses. Voilà, juste en organisant les choses. J'ai une question. Est-ce qu'une donation au dernier des vivants entre époux en France est valable aux États-Unis ? Ça, c'est un des points sur lesquels il faut être vigilant. Tous ces actes qui sont vraiment franco-français, de la même manière qu'il faut être vigilant quand on fait un trust dans son application en France et dans son impact fiscal notamment, il faut être vigilant sur ce genre d'actes qui sont en fait considérés déjà comme un acte testamentaire et qui du coup peuvent contrarier ce que vous aurez pris comme mesure et du coup après on se retrouve avec des actes qui se contrarient. Donc en général, on conseille quand même de revoir le tout au moment du départ. Et de le répliquer dans un testament, c'est voilà, ça que tu veux dire. Tu l'annules là, parce que sinon, tu as un acte en France qui potentiellement va dire autre chose que ton acte aux États-Unis. Et n'oubliez pas qu'aux États-Unis, comme il n'y a pas de régime matrimonial, comme on l'a dit au départ, il n'y aura pas cette idée, on va d'abord liquider le régime matrimonial avant de transmettre. Donc, on va juste regarder ce que vous avez dans votre patrimoine et on va transmettre. Il n'y a pas cette idée de on liquide et ensuite on transmet. J'ai d'autres questions si vous voulez qu'on cherche à la partie. On peut. Pourquoi pas. En cas de décès, pour revenir là-dessus, et puis pour des questions d'héritage, est-ce que la nationalité des enfants a une incidence ? Non. Alors, pardon, je vous dis non, si, un tout petit peu. Hélène a dit tout à l'heure qu'en France, on avait ce qu'on appelle la réserve. Donc, la réserve, c'est une partie, considérez la succession comme un gâteau, c'est une tarte. La réserve, c'est un bout de la tarte qui est réservé à ses héritiers. Et la réserve à ses enfants. Et la réserve, elle varie selon le nombre d'enfants. Donc, si vous avez un enfant, la réserve, c'est la moitié. Si vous en avez deux, la réserve, c'est 2 tiers divisé en 2. Et à partir de 3 et plus, c'est 3/4 divisé par le nombre d'enfants. Si vous choisissez une loi étrangère, ou si vous laissez s'appliquer une loi étrangère, par exemple, vous êtes américain, vous vivez aux États-Unis, c'est le droit à New York, c'est le droit de New York qui s'applique. Mais vous avez un enfant qui est français, par exemple, parce que sa mère est française. Eh bien, cet enfant-là, parce qu'il est français, va pouvoir bénéficier d'une petite création récente de la loi française, qui est l'article 913 du Code civil,
L'article 913 dit que quand c'est une loi qui ne connaît pas la réserve, comme la loi de New York, qui s'applique à la succession, et que l'enfant est soit ressortissant d'un État européen, donc la France, ça marche, soit citoyen d'un État européen, donc français, ça marche, mais espagnol aussi, hein, c'est vrai pour tous les États européens, eh bien, il peut demander à exécuter sur les biens en France la réserve qu'il aurait eue si c'était la loi française qui s'applique. Donc, si la réserve lui avait donné 200 000 euros et qu'il y a un compte bancaire sur lequel il y a 100 000 euros en France, il va pouvoir préempter le compte sur lequel il y a 100 000 euros et il va pouvoir préempter tout ce qui est en France jusqu'à 200 000 qui est sa réserve. Donc oui, la nationalité peut compter, même si ce n'est pas le truc immédiat. Et après, peut-être que c'était aussi un élément de la question. Nous, on n'est pas fiscaliste à proprement parler, mais il y a un impact fiscal souvent auquel les gens pensent, puisque la fiscalité aux États-Unis est beaucoup plus généreuse pour les personnes qu'en France. Donc, aux États-Unis, sur les successions et les donations, d'ailleurs, on n'est pas imposé au niveau fédéral en dessous de 13, actuellement en 2025, c'est 13 990 000. Et à New York, c'est 7 160 000 ou 7 600 000. Enfin, voilà, ça laisse un peu, ça laisse un peu de marge. Venir. Donc, ça veut dire qu'en dessous, tu n'es pas imposé. D'accord? Donc, et ça, c'est le lieu ça, c'est le lieu du domicile du donateur ou du défunt qui compte. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui vit à New York, il peut absolument donner 2 millions de dollars à quelqu'un qui vit en France, d'ailleurs que ce soit son enfant ou un ami, ça n'a pas d'importance, le lien, il peut tout à fait donner. Là, il n'y aura pas de taxation basée sur la nationalité. Mais en France, si l'on hérite, enfin si on vit en France et qu'on hérite des 7 millions, comme il y a une convention fiscale, euro, alors peut-être pas avec la convention fiscale. Ouais. Bon, enfin, tout mais ça, là, ça sort de mon ressort. Oui. Mais c'est vrai que, enfin, souvent les gens confondent les règles du droit civil des successions et les règles du droit fiscal. Or, c'est pas tout à fait la même chose. Parfois, ça s'aligne, mais pas toujours. Et le droit fiscal, on ne peut pas le choisir. Tout ce qu'on vous a dit sur « je choisis la loi », etc., on parle de droit civil. Il n'y a qu'une loi en droit fiscal, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Ça, c'est une loi universelle. Il y en a qui sont plus doués que d'autres. J'avais une question, j'ai envie de répéter la question, parce qu'on pas forcément, vous avez récupéré un peu le micro pour pouvoir poser la question. Et je vais partager mon micro avec toi, Hélène. Merci. Pour qu'on puisse m'entendre. Pour la question de divorce, justement, pour un couple binational, est-ce qu'ils doivent se mettre d'accord sur la juridiction à choisir? Comment ça se passe? Pas forcément. C'est-à-dire qu'un couple binational, quand vous dites binational, c'est-à-dire qu'ils auraient tous les deux la nationalité française et la nationalité américaine? Alors, c'est pas précisé, mais ça peut être le cas où quelqu'un est américain et un époux français, par exemple. Alors, en fait, on peut se mettre d'accord et choisir, mais si on n'est pas d'accord, on va appliquer les règles de droit international privé de chaque pays. Donc, et grosso modo, ça sera au premier qui tire dans la juridiction compétente qui aura raison, avec quand même, du point de vue français, et la règle du forum convenience, donc la juridiction la plus appropriée selon le juge américain, du point de vue américain. Donc, parfois, on discutait avant n'est pas forcément l'approche la plus sage. Parfois, il faut discuter avec son avocat avant de discuter avec son conjoint, pour pas qu'il se précipite à saisir là où on n'a pas envie qu'il saisisse. Mais ça, c'est quand ça ne va pas. Si ça va, il faut surtout que vous réfléchissiez à ce que vous souhaitez comme mise en place et où vous allez vivre. Si vous êtes américain, mais que vous n'allez pas vivre à New York, le micro. Si vous êtes américain, mais que vous n'allez pas nécessairement vivre aux États-Unis, que vous vous installez en France, peut-être que ça n'a pas tellement d'importance. Peut-être qu'il vaut mieux organiser les choses en France. Pareil, si vous êtes français, mais que vous allez faire toute votre vie aux États-Unis, peut-être qu'il vaut mieux. De toute façon, le juge new-yorkais sera compétent sur vos enfants. Peut-être qu'il vaut mieux que tout soit géré dans un contrat américain. Donc, c'est plutôt aussi vous, et d'ailleurs, c'est ce que ça permet parfois de faire quand on reçoit des personnes et qu'on évoque avec eux ce qu'ils veulent faire comme type d'acte. C'est aussi, ça permet de réfléchir à ce qu'on veut comme vie. Voilà, on ne sait pas toujours, évidemment, mais voilà, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on souhaite, et en fonction de ça, mettre quelque chose qui soit le plus proche et le plus facilement exécutable, comme tu le disais tout à l'heure. Alors justement, ça permet de rebondir. Comment justement The Alliance va conseiller en fait sur le type de juridiction? Quelle est un peu votre plus-value en termes de conseils justement?
Alors nous, notre conseil, c'est le crash test à 2 têtes. Et c'est l'idée de notre rapprochement, hein, c'est de pouvoir conseiller sur les 2 juridictions en amont, soit pour bâtir des instruments qui vont circuler et être bien compris et exécutés dans les 2 pays, soit dans une situation de crise pour conseiller avec ce double regard sur la juridiction la plus adaptée par rapport aux enjeux particuliers de telle ou telle personne. Et pouvoir saisir. Ce qui est aussi, je pense, intéressant, c'est que là, vous pouvez parler avec des personnes qui peuvent agir directement dans la juridiction où on estime, après avoir fait une stratégie commune, qu'il faut agir. Sans compter qu'il y a quand même beaucoup de dossiers où, même si on saisit New York et que officiellement il se passerait en France, il se passe plein de choses en France, par en dessous, ou l'inverse. Donc, en fait, dans l'ensemble, c'est aussi un pouvoir d'action qui est, on a pensé, intéressant pour les personnes qui viennent nous voir. Parce que très souvent, en fait, on saisit pour se mettre devant la bonne juridiction pour négocier. C'est-à-dire qu'on saisit pour avoir le bon leverage, mais quand même derrière pour essayer de trouver un accord. Aujourd'hui, en matière familiale, c'est quand même très important de trouver des accords. Les juridictions sont encombrées, les procès coûtent cher, les gens ont quand même envie d'avoir la maîtrise de leur divorce, de leur famille. Donc vraiment, l'accord est à privilégier. Et je pense que Hélène, comme nous, on a vraiment une culture de la négociation. On est toutes les 2 formées à la médiation, on est formées au droit collaboratif. Moi, je plaide 1 fois par mois maximum, ce qui est très peu. Donc, on favorise vraiment ces accords, mais de temps en temps, on a des meilleurs accords quand on a d'abord tiré au bon endroit pour négocier le mieux possible. Alors, autre question, vous avez évoqué la checklist du ministère. Quelle est votre checklist justement en termes de droit familial quand on veut s'expatrier aux États-Unis? Alors, c'est une liste très personnelle, hein, c'est-à-dire que c'est en échangeant avec les gens qu'on va déterminer leurs besoins particuliers. Mais très clairement, il faut s'intéresser au régime matrimonial. Est-ce qu'il y a eu un contrat de mariage ou est-ce qu'il n'y en a pas eu? S'il n'y en a pas eu, quelle est la loi applicable? Donc, quel est le régime applicable aujourd'hui? Et comment ça va être regardé de l'autre côté de l'Atlantique? La checklist, c'est aussi les besoins des enfants en termes de protection, donc la question de la protection testamentaire. Je pense qu'il faut s'intéresser à l'autre conjoint. Est-ce que l'autre conjoint va travailler? Est-ce qu'il ne va pas travailler? Est-ce qu'il a une retraite? Est-ce qu'il faut lui constituer une retraite? Est-ce qu'il faut mettre en place une sorte d'assurance vie pour compenser le fait qu'il ne va pas travailler? Voilà, c'est vraiment l'angle matrimonial, l'angle successoral et l'angle autorité parentale par rapport aux besoins des enfants. Il y a certains pays, alors c'est évidemment pas le cas des États-Unis, mais il y a certains pays où il faut un passeport en possession de l'épouse, parce que si le mari meurt, l'autorité parentale, elle passe pas nécessairement à l'épouse, et donc il faut pouvoir partir assez vite pour être sûr de conserver son autorité parentale, par exemple. Donc c'est aussi vraiment par pays qu'il faut voir ça. Tu mets autre chose dans ta checklist, Hélène? Non, moi je pense que c'est exactement ça. Je pense juste que sur les enfants, même si on ne peut pas prévoir en amont, c'est important de comprendre la façon dont ça fonctionne. Par exemple, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent je donne l'exemple de New York, mais ça pourrait être n'importe où d'autre. Des Français qui arrivent et puis au bout de 2 ans, ça ne marche pas trop pour X raisons, parce qu'un voyage et un déplacement, c'est aussi un choc culturel important, même avec un pays qu'on ne pense pas si lointain que ça. Et du coup, la mère repart avec les enfants sous son bras en se disant: «Je rentre à la maison», c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut aussi comprendre l'impact de ce changement sur votre vie familiale. Vous pourrez pas, empêcher, enfin voilà, il y a des choses, on ne pourra pas les prévoir en amont, on n'a pas le droit de prévoir les choses sur les enfants. Mais en revanche, au moins que vous le sachiez, que vous compreniez dans quoi vous vous lancez et comment ça fonctionne en cas de difficulté. Je pense que c'est important. J'ai une toute dernière question. Sur un cas particulier, pour parler justement du décès d'un résident aux USA qui a un bien immobilier en France. La succession de ce bien se fait aux USA en termes de seuil fiscal et de succession. C'est une question. Quelles sont les exigences de la France dans ce cas? Alors, ça, donc USA, moi je vais dire New York. Donc vous mourrez à New York, vous avez votre patrimoine à New York, mais vous avez
une maison en Bretagne, la loi new-yorkaise va renvoyer à la loi française, donc la réserve héréditaire, enfin le droit civil pour la maison en Bretagne, mais aussi parce qu'il y a une convention fiscale, et c'est pas le cas pour la plupart des pays, mais il y en a une entre la France et les États-Unis, aussi pour la fiscalité. Donc la transmission de la maison sera faite fiscalement, sera imposée en France. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des choses à penser. Par exemple, ça nous est arrivé de suggérer, si vous donnez 200 000 $ à votre cousin, il ne sera pas taxé, il pourra vous racheter les parts sur la maison, alors que si vous lui donnez la maison, il sera taxé. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut enfin la succession, enfin le transfert sera taxé. Donc, il y a des choses auxquelles on peut penser. Mais oui, il y a à la fois entre les deux pays, il y a à la fois la question de la loi qui s'applique à la succession et de la fiscalité. Il y a une convention fiscale. Ok, très bien. Bah, je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment on peut retrouver The Alliance? Alors, on retrouve The Alliance. D'abord, on a une très jolie petite brochure, mais que vous retrouvez sur nos sites internet. Si vous allez sur le site de BWG, vous allez voir à gauche la référence à The Alliance. On vous explique un petit peu ce qu'on fait, on vous parle des membres de l'équipe, on vous parle des différents thèmes. Et dans l'équipe, si vous allez sur la photo d'Hélène, vous allez avoir une explication sur le cabinet d'Hélène et un renvoi à son site internet. Voilà, c'est comme ça que vous nous retrouvez. Donc, soit directement par un mail, on a une boîte contact aussi, thealliance@bwg.lo, qui renvoie à la fois à Hélène et à BWG, et un site internet bwg.lo/thealliance ou via nos sites respectifs. Alors, c'est sur notre site et ça va être très, très vite sur le site d'Hélène. Merci beaucoup. Merci à vous et merci.